Matt Lessard, bienvenue sur Ça se passe. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Je suis en feu. T'es en feu? Bon, parfait. Je suis content qu'on ait ce moment-là pour jaser. Ça fait un bout qu'on en parle. Matt, je demande tout le temps au monde, en commençant le podcast, s'il se rappelle comment on s'est connus. Veux-tu y aller? Ben, c'est pas compliqué, je t'ai entendu. J'ai aimé le podcast. Puis après ça, j'ai commencé à te stalker sur LinkedIn. Où ce que là, je t'ai écrit. Puis je trouvais ça hot parce que tu avais un côté qui était humain. Ouais. Tu parlais aussi des difficultés comme entrepreneur. Fait que pour moi, ça, je trouvais ça hot parce qu'on n'en parle pas assez. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai tel problème, telle difficulté. Puis moi, ça me touchait. J'avoue que c'est peut-être pas la meilleure approche pour t'approcher, là, mais puis après ça, finalement, il y a quelqu'un d'autre qui nous a mis en contact. Je me rappelle pas qui. Ouais. Puis On a eu une excellente conversation. Ouais, Notre première conversation était vidéo, là, Ouais. en vrai. Puis, ouais, on a eu une excellente conversation qui a 80% qui parlait justement pas d'entrepreneuriat, Exact. juste de la vie, puis d'un paquet d'affaires. Puis, ouais, c'est ça. T'es allé luncher, puis here we are. Parce qu'avant, l'entrepreneur, c'est une personne. Exact. Puis la personne, c'est elle qui fait toute la job. Là. Exact. Exact. Puis, si tu prends pas soin de la personne, sa capacité à prendre des bonnes et belles décisions qui aident au succès ou pas, Exact. elle va être fucked up. Fait que, ouais. Là-dessus, on est bien alignés. Fait que je vais t'avoir introduit, là, évidemment, là, dans l'intro, etc. Sauf que si tu veux me faire un petit recap des points forts là, dans ta carrière qui t'ont amené au rôle que tu occupes aujourd'hui chez Buster. Nous, j'ai grandi dans une famille où on avait besoin de partir des business pour manger. Ah ouais? OK. Fait que, tu sais, je me rappelle, j'avais peut-être 7-8 ans, mon père fait faillite. Puis il travaillait dans un garage d'auto, il n'avait pas le choix. C'était la grève, il était vendeur. Fallait manger. Ma mère, il dit « Hey, t'es bon pour faire du popcorn? On se part une compagnie de popcorn. » Fait que là, le dimanche, on était tout autour de la table. On oublie la Mapac, là. Okay? Puis avec la petite machine de popcorn, le beurre dans le micro-ondes, puis là, on passait tout notre tour, puis mon père allait vendre ça dans un dépanneur. Fait qu'on a toujours eu des business. Un bottin téléphonique quand j'étais jeune. Fait que quand je suis arrivé, j'ai fait mon cours en multimédia. En 2001, à peu près, là, j'ai parti ma première plateforme de commerce électronique. OK. C'est là, 2001, un SaaS avant de savoir que c'était un SaaS, où là, j'ai bâti avec un de mes amis un logiciel où les gens s'abonnaient, puis ils pouvaient créer leur boutique en ligne, mais il fallait que moi, je crée la version site web, vu que j'étais graphiste, un peu de programmation HTML, OK. puis je connectais les deux. Fait OK. on avait bâti ça de 2001 à peu près à 2013. Là. Puis là, mettons, là, je suis curieux, mais la stack techno de genre... c'était avec quoi qu'on faisait du commerce en ligne? Et en 2001, dans la tête, j'ai genre juste PayPal puis eBay. Là, mais peut-être je suis trop... Ben, hey man, c'était quelque chose. C'était tout PHP puis MySQL. Ouais, OK. On avait développé, parce qu'à l'époque, c'était compliqué les cartes de crédit. Là. Un client qui voulait avoir ses process de carte de crédit, c'était des milliers de dollars avec la caisse ou la banque. C'était comme catastrophique. Fait que ce qu'on avait fait, c'est que nous, chaque commande était encryptée avec une clé d'encryption. Puis le client, quand il recevait la commande, c'était juste des chiffres, des lettres. Ça faisait pas de sens. Il devait décrypter sa commande et processer la carte de crédit à la main. Oh my Fait que c'était comme ça qu'il faisait ça. Ouais. Insane. Fait que jusqu'à 2013 à peu près. T'as fait Après ça, c'était-tu un chum? C'était-tu un collègue? C'était qui le... C'est un gars que j'avais rencontré dans un autre travail. OK. On s'entendait super bien. Puis en fait, il travaille encore pour Buster, lui. Fait Ah ouais? on est ensemble depuis 98, 97. Ça, là. c'est malade. Ouais. Fait que puis c'est ça qu'on avait bâti. En 2010, là, j'étais commencé à être tanné. La dette technologique était vraiment grande. Parce que moi, je l'avais toujours survivance. Là. Je bâtis de business pour manger. Fait que, c'est quoi cette dette technique? Faut-tu que je mette à jour le logiciel? Tout ça, je ne savais pas ça. Là. Ouais. Fait qu'à un moment donné, j'ai pogné un trip de faire de la photo. Fait que OK. j'allais faire de la photo. Je pars au Vietnam en voyage, pack-sac, je tripe au bout. France, Irlande. 2010-ish? genre? Ouais, dans ce coin-là, 2008 à 2010. Puis on décide d'être photographe de mariage, Suzy puis moi. Suzy étant Mon épouse. ton épouse. Ouais. Bonjour. Fait que, yes. Méga chick, comme je l'appelle. Let's go. Fait que, sur ça, on a fait de la photo de mariage. Puis c'est là que j'ai plus appris le côté business. OK. Puis c'est un méchant beau trip, très payant. Comment vendre un client. Tu sais, là,
C'était une danse, comment c'était fait, là. Fait que c'est là que j'ai vraiment appris, là. Tu sais, le client qui venait, on le rencontrait, comment ça se passait. Tu t'en vas dans un café, il est dos à la porte pour être sûr de ne pas voir quelqu'un d'autre. Après ça, tu lui présentes les packages, comment ça va être, lequel package, 3 ou 4 packages, pas plus. Là, tu y promouvois ça, mais là, tu y sèmes la petite graine pour la vente pour quand, après le mariage, tu sais, tout ça, là, on l'a appris à ce moment-là. Là. Mais vois-tu, pour moi, là, encore une fois, c'est le Dunning-Kruger effect, un peu de genre, tu connais tellement pas quelque chose que tu penses que c'est simple. Puis là, tu es en train de me parler d'un processus, un peu une architecture de choix, un processus de vente subtil. Je suis comme, ouais, je pensais pas que c'était sophistiqué de même, genre, être photographe de mariage. Fait qu'en tout cas, ça vient de prendre une coche dans ma tête. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui vont charger 500$ puis ceux qui vont en vivre, puis qui vont être bons. Ouais. Fait que, tu sais, nous, ça nous a vraiment amené, là, en 1 an et demi, là, on était au salon de la mariée, puis on compétitionnait contre les gros. On a fait des joueurs de hockey, on a fait des animateurs de radio. On était vraiment un processus sacoche. Et c'était payant, puis le monde, il tripait. C'est ça Il y avait une expérience de feu, là, tu sais. Ouais. Branding, c'est là qu'on a appris, tout ça, là. Fait que jusqu'à 2013-2014, là, c'est ça qu'on a fait. Là. Puis là, Matt, Suzy, mettons, qu'est-ce qui faisait que pour toi, c'était réaliste ou fonctionnel de faire une business avec ta conjointe? Parce que moi, c'est tout le temps une question que je pose au monde qui sont co-founders ou bien co-actionnaires dans des business, mais qui sont aussi en couple. Là. Ouais. Tu sais, Suzy puis moi, on se complète au bout. Okay. On aime beaucoup psychologie, on en a parlé beaucoup. Ouais. Puis il y a des tests de personnalité que nous, on aime beaucoup, qui est le test DISC, D-I-S-C. Mm-hmm. Okay? Le test DISC, là, en gros, ça te dit que c'est comme le rouge, jaune, vert, bleu. Il y en a d'autres qui connaissent ça. Là. Je connais pas beaucoup ça, mais j'ai entendu parler. Mais... OK. Fait que si tu veux qu'on en parle plus, je peux en parler pendant 10 minutes. Là. Mais en gros, Suzy puis moi, on est à l'opposé. Moi, je suis comme un train, OK? Je suis à fond, faut que ça aille vite, faut que ça performe, je vais pousser au bout. Mais je ne suis pas le gars qui va être dans les détails, qui va s'asseoir. Il faut vraiment, là, c'est contre nature de m'asseoir, puis de réfléchir, puis de prendre mon temps. Fait que quand Suzy puis moi, on s'est rencontrés que c'est pas parce que moi, je n'étais pas dans le détail, puis qu'elle était trop dans le détail, on est devenus complémentaires, puis c'est là que travailler ensemble, c'était une force. Suzy puis moi, c'est 1 + 1 est égal à 1000. Là. C'est pas juste 1 + 1, c'est pas des collègues. Là. Fait que c'est pour ça que dès la photo de mariage, on a mis nos forces ensemble. Puis là, moi, j'allais à un moment pour pousser, puis elle, tu sais, c'est comme, tu t'en vas en avant d'une forêt, moi, je couche les arbres à terre, j'arrache les souches, mais elle met le râteau, elle met les feuilles, elle met les fleurs, tout ça, ce qui fait que, tu sais, juste moi, ça marche pas. Juste elle, c'est plus tough parce que ça avance pas. Puis on l'a vécu avec Buster plus tard, là, pour en reparler. Ouais. OK. Puis là, vous faites ça pendant un bon bout, la compagnie carrément de prise de photos professionnelle. Ouais. Puis là, tu as dit salon de la mariée. C'est quoi ça? Salon de la mariée, c'est quand tu te maries. Ouais. Fait que tu t'en vas dans... C'était le centre de foire, je pense. Fait que là, c'est comme une conférence. Nous, on s'en va là, puis on se réserve un boot, puis là, il fallait vendre notre salade avec tout le monde. Attends, fait que les clients, le monde qui participe au salon de la mariée... Ils veulent se marier, eux autres. Eux autres, c'est des futurs époux-épouses. Ouais. Puis là, il y a plein d'offres et services. Des limousines, des animateurs. Oui, exact. C'est bon, je savais même pas. Fait que, tu sais, quand ta femme ou ta future femme, ta blonde va te demander que tu la maries, ben, tu vas savoir comment ça marche. Ouais. J'espère que sauf si tu coupes cette boîte-là au podcast. OK, mais c'est bon, man. Puis ensuite, c'est quoi la transition? Est-ce que c'est tout de suite vers Buster Fetcher ou il me semble qu'il y a eu un autre projet d'e-com? Non, fait que, tu sais, moi, j'avais encore ma plateforme de commerce électronique. Puis, 2013, ça a commencé à arrêter. Je l'ai laissé avec une compagnie à Montréal qui s'appelle panierdachat.com. Eux autres utilisaient notre plateforme déjà. On était comme l'arbase, puis eux autres, ils s'étaient créé un stack par-dessus. Okay. Puis là, il y avait leur système. Fait que je les ai laissés. Eux autres, ils ont tout rebâti à neuf. Puis moi, 2013, j'ai de l'expérience. Je suis bon. J'ai déjà fait du commerce électronique pendant 10 ans. Je vais faire ma propre boutique en ligne. Bien, ça ne marche pas de même. Tu sais, c'est comme un autre monde, là. Fait qu'on a fait une première boutique où on appelait ça Suzy & Bags. C'était du dropshipping. Puis c'était des sacs à main, des sacoches. Puis on a fait notre première boutique en ligne, puis ça ne marchait pas, là. Il n'y a pas d'analyse de marché, il n'y a pas rien. On compétitionnait contre Macy's. Pendant 6 mois, il n'y a rien qui a marché. Puis à un moment donné, on avait une vente, puis Mais c'est tout un apprentissage, par exemple. Okay. Fait que ça nous a amené à faire Homéo Animal, qui est une autre boutique en ligne qu'on a partie. Mes parents, ma mère est en médecine naturelle depuis 2000, 96. Fait qu'ils avaient développé une
une ligne de produits de santé animale pour animaux. Une santé animale pour animaux, c'est de la santé solide, ça, là. Mais de la santé naturelle pour animaux. Ce qui fait que eux autres, ça marchait super bien en français. OK. Nous autres, on a décidé, vu que Suzy a grandi en anglais, on a décidé de le faire en anglais. Puis on est parti homéo-animal. OK. Fait que ça, c'était, on vendait, mais dans le côté anglophone, des produits naturels et homéopathiques pour animaux en 2013. À la base, ces produits-là, c'est tes parents qui avaient ça ou c'est ses parents? Mes parents, moi. OK, Donc, ouais, ma mère a distribuait. développé ça, puis elle a créé les recettes. Elle a de la médecine chinoise, homéopathique, naturelle. OK, Tu sais, ouais, elle a tout comme ce toute une pan-là, gang. Là. ouais. Fait que, tu sais, c'est influencé par plein de choses, puis ils ont des super résultats qu'il y avait déjà. Fait que pour nous, de créer le côté anglophone, c'était facile parce que j'avais déjà une preuve de concept qui était faite. Ça marchait déjà en français, là. Hmm. Fait que nous, on a parti le côté anglophone à ce moment-là. Puis quand tu dis on a parti le côté anglophone, l'avez-vous exclusivement parti en ligne ou vous avez essayé de distribuer dans des endroits, des shops physiques au Canada anglais? Nous autres, on l'a juste fait en ligne. C'est bon, OK, c'est ça. La raison, c'est Homéo que animal, juste en ligne. Ouais. C'est bon. La raison, c'est que les produits, c'est un peu comme du over-the-counter. Tu sais, tu t'en vas à la pharmacie. Moi, j'avais des migraines avant. Là. Ouais. Quand j'avais mal à la tête, tu as le choix des Tylenol extra fortes ou tu t'en vas voir le pharmacien et tu dis « J'ai vraiment mal à la tête ». Ah ouais. Là, en arrière du comptoir, il va te sortir des médicaments que tu n'as pas besoin de prescription, mais qu'ils ne laisseront pas en vente libre. Tu sais. Fait que c'est une qualité de plus, c'est une force de plus. Bien, nous, les produits qu'on vend, c'est cette qualité-là. Ce qui fait que les homéopathes, des naturopathes, des vétérinaires, qui ne veulent pas aller au Walmart acheter juste la petite affaire, les petites granules, là, ils vont venir chercher chez nous. Mais OK. dans un magasin, ça nécessite d'avoir une éducation, d'avoir une... Puis ça faisait bien trop compliqué pour commencer. Alors que vendre en ligne, on le faisait toutes nous autres, c'était bien plus facile. Puis on peut vendre partout aux États-Unis au lieu d'avoir des points de vente ou d'essayer de former du monde un peu partout aux États-Unis, ça faisait pas de sens. Fait que via cette première business-là qui s'appelait X, là, tes parents, c'était quoi là, le nom? Eux autres, c'était Homéo Animaux. OK, puis toi, Homéo Animal. Homéo animal, c'est bon. En anglais, ça sonne mieux qu'Homéo Animal. T'avais comme ton fournisseur, dans Ouais, le fond, c'est exact. ça? Comme une certaine base d'inventaire que tu pouvais distribuer. Exact. Fait que là, on est en quelle année quand tu... 2013. 2013, puis t'as launché sur quelle plateforme de e-com, mettons? On a commencé avec WooCommerce. Ouais. J'ai pas tant trippé. Ouais. Tu sais, c'est bien intéressant le mindset open source. Là. Moi, j'avais ma plateforme avant. Je tombe dans WooCommerce. Je trouve ça vraiment cool. Mais on s'est fait hacker. Ah ouais. Même si j'étais à jour. Puis, à un moment donné, c'est que si ton serveur, tu as un problème, ben c'est toi qui es responsable. Ouais. Fait que c'est là que ça chie à un moment donné. T'sais. Fait que là, tu n'as plus de vente. Tout d'un coup, tu as plein de ventes. Puis à un moment donné, tu n'as plus de vente. Là, c'est quoi qui se passe? Là, tu t'en vas checker. OK, là, ça marche-tu? Là, tu es obligé de te mettre des services qui checkent ton site Internet. Est-ce qu'il marche? Là, on a switché à Shopify. Puis là, ça a bien été. OK. Puis vous avez roulé sur WooCommerce combien de temps? Peut-être un an. Peut-être un an. OK, Ouais. c'est bon. Puis Shopify, là, en ce moment, ce site-là, il est encore live, right? Ouais. Ça roule encore. Maintenant, ça s'appelle Zumalka. OK. ZUMALK. Exact. C'est que je suis fort. Je vais pouvoir le mettre dans les show notes aussi. Puis c'est-tu la même proposition de valeur, les mêmes produits qui sont vendus sur cette plateforme? Ouais. OK. Puis qu'est-ce qui amène-moi vers Buster Fetcher? Genre, dans Fait OK. Fait que, tu sais, tu te souviens, tantôt, j'ai dit que moi, j'ai bâti des business de survivance. Ouais. La photo de mariage, elle a aidé. Mais quand on est arrivé avec Zumalka, partir la business, monter ça, bloqué un peu partout dans ma tête, dans ma façon de vendre. J'essayais d'apprendre par moi-même tout au lieu de m'entourer de bon monde. OK. Fait qu'en 2017, on est arrivé à un moment où financièrement, c'était plus tough. Puis on a des clients, on livrait un peu partout. Là. Moi, j'ai des clients en Australie, à Hong Kong, 80 pays où on ship des produits. Là. Fait que j'ai un client maintenant en Australie qui prend Express Post International. Fait que ça, c'est un service rapide où il y a une garantie de livraison. Moi, je ne sais rien de ça. Là. Fait que le client commande un produit à 30$, mais il paye 70$ pour les frais de shipping. C'est quand même malade là, quand tu penses à ça. Là. Fait que son colis arrive plus tard que promis. Lui, dans sa tête, là, c'est pas Australia Post le problème. C'est encore moins Canada Post le problème. C'est Zumalka ou Homéo Animal dans le temps. Fait qu'il se revire contre nous. Il dit, moi, j'ai payé un temps qui était garanti. Puis même si moi, je rajoutais du temps là, sur ce que Post Canada me disait, il était encore même en retard. Il dit, moi, rembourse-moi, là. J'ai pas eu comme ce que tu m'as promis. Parce que c'est une promesse quand tu vas en ligne, là. Fait que là, je me ramasse que j'ai des employés,
j'ai des Google Ads puis des Facebook Ads que je paye. J'ai un produit, ça coûte 30$. Fait que j'ai pas tant une marge de fou, là. Puis là, je suis obligé de rembourser quelqu'un à 70$ pour ses frais d'expédition. Là, ça fait pas de sens. Fait que je parle de ça à mon père. Mon père a leur boutique depuis 2008, je pense. Fait qu'il me dit, Matt, tu fais-tu tes réclamations de tes colis en retard? Ça, là, c'est la question que son représentant, à lui, il a posée à mon père. Parce que mes parents, eux autres, c'est dans la francophonie. Puis quand ils shippent des produits en France, les colis, mettons, ils donnaient le colis à Post Canada. Post Canada donnait ça à Chronopost. Parce que c'est pas Post Canada qui va livrer en France, là. Chronopost, c'était compliqué. Il y avait des plaintes. Les clients, les colis arrivaient en retard, s'ils y arrivaient. Fait que mon père avait dit à son représentant, il dit là, tu peux-tu au moins les donner à quelqu'un qui va livrer le produit, tu sais? Fait qu'il dit, s'il est livré en retard, c'est Chronopost avec qui on a l'entente, mais s'il est livré en retard, fais tes réclamations. Fait que mon père commençait à gosser, à faire ses petites réclamations. Mais tu sais, il ne shippait pas 40 tonnes de produits par semaine, là. Fait qu'il le faisait un petit peu, puis il trouvait ça vraiment cool. Puis moi, quand il m'en parlait, c'était un paquet de troubles ce qu'il m'expliquait. Parce que là, tu passes tous tes tracking numbers, tu checkes tout. OK, il est-tu en retard? Il est-tu à temps? Puis là, s'il est en retard, là, tu te tapes un 3 minutes de réclamation. Je ne trouvais pas que ça faisait du sens, là. Mais là, quand ce client-là, moi, il est arrivé d'Australia Post, là, fallait que je fasse quelque chose, là. Fait que j'ai décidé de prendre tous mes trackings, de checker, voir qu'est-ce qui est en retard. Puis là, je me suis rendu compte que 1 sur 5 de mes colis étaient livrés plus tard que promis par Post Canada. C'est juste qu'il n'y avait pas un client nécessairement à l'autre bord qui se plaignait. C'est ça, exactement. Puis la vaste majorité du monde, moi, je savais, quand il me disait colis garanti, là, livraison garantie, là, c'est quoi ça implique exactement, Ouais. là? C'est que c'est du verbiage tellement comme commun qu'on dirait que tu penses même pas à genre, il y a une implication commerciale derrière ou quoi que ce soit. Genre. Fait que c'est une garantie. En gros, ce que c'est, là, c'est que tu donnes ton colis comme marchand à un transporteur. Post Canada, UPS, FedEx, Puro, DHL, Canpar, il y en a d'autres qui le font, là. Puis, lui, il dit, donne-moi ton colis, je vais te le livrer. Je vais te le livrer en un morceau, idéalement. Je vais te le livrer à la bonne adresse. Mais je vais te le livrer si tu prends tel service, je te garantis qu'il va être livré pour telle date. Fait que si, mettons, il est supposé d'être, tu le ships le lundi, il est supposé arriver le mercredi, mais qu'il arrive le jeudi, bien, fais juste me le dire, puis je vais te rembourser tes frais d'expédition, tu sais. Il y a certains transporteurs, c'est 60 secondes plus tard que garanti. Okay? Avec FedEx, là, j'ai un client pour 2 ou 4 minutes, 2400$ qui a été remboursé. Fait que c'est ça la garantie de livraison. Puis c'est pour ça qu'à ce moment-là, on s'est dit, wow, là, j'ai un colis sur 5. Tu sais que les marges dans le commerce de détail puis de commerce électronique ne sont pas malades, là. Puis en plus, avec les frais d'expédition qui sont vraiment plus gros, là, j'ai un colis sur 5 qui est remboursé. C'est pas de ma faute. Ça endommage ma relation avec mon client. Parce que tu sais, le client, lui, c'est une promesse que j'ai faite. Je te promets de livrer, puis c'est pas fait. Bien là, on a commencé à le faire, nous autres, à l'interne. Fait que là, la question qui me vient en tête, c'est, bon, toi, tu as fait cette réalisation-là. Tu t'es dit, écoute, c'est sûr que je laisse de l'argent sur la table, mais comment est-ce que des marchands, disons, appelons-les les marchands, les commerçants en ligne, comment est-ce qu'eux apprennent que ça existe, cette possibilité-là, ou comment, tu sais, où est-ce que l'éducation client se crée, puis est-ce qu'il y a un rôle qui est vraiment Buster? Puis on peut expliquer c'est quoi Buster Fetcher, dans le fond, là, puis après, on va pouvoir continuer. OK. Fait que Buster Fetcher, ce qu'on a fait, c'est qu'à partir de ce moment-là, on a décidé, nous, de le faire pour nous à l'interne. Puis quand je me suis rendu compte qu'il n'y a personne qui offrait ça, puis que la plupart des gens ne savaient pas. Fait que pour répondre à ta question, la vaste majorité des entreprises ne le savent même pas encore. C'est comme, tu rentrais au bureau de poste, c'était écrit dans ta face en gros, mais c'était tellement évident que le monde ne le voyait juste pas. Fait qu'en 2017, là, je me suis mis autour de moi. Tu sais, j'avais mon chose de commerce électronique, mon logiciel avant. Fait que je demande à des agences de commerce, je demande à du monde de commerce électronique, tu sais-tu ça? Non. C'est quoi? Puis là, tu es obligé de leur expliquer. Puis là, wow, OK, je veux que quelqu'un fasse ça pour moi, là. Fait que c'est là qu'en 2017, on a parti Buster Fetcher. Puis 2018, on a landé notre premier client qui était une chaîne de magasins en janvier 2018. Puis là, c'est là que ça a commencé. Puis là, ça reste Suzy puis toi. Suzy puis moi, puis on avait un programmeur qui nous aidait déjà pour Omeo Animal /Zumalka dans le temps, qui nous a aidé à développer la première version. OK. Puis fast forward juste à aujourd'hui pour avoir un petit portrait numérique ou métrique. Tu sais, combien de clients ou genre employés, n'importe quel chiffre tu veux partager. Nous autres, on a dépassé le 2400 clients qu'on a aidés au Canada. 1000 actifs aujourd'hui.
Parce que, tu sais, une compagnie, nous autres, c'est des colis garantis. Si tu t'en vas chez Nationex, ben, tu sais, j'ai un churn, moi, là, parce qu'il n'y a plus de colis garantis chez Nationex. OK, dépendamment du fournisseur, du shipping provider. Oui, carrier, ouais. Ouais. Les garanties varient. Il y en a qui n'ont juste pas. Il y en a qui n'ont juste pas. OK. Fait que, tu sais, moi, là, dépendamment de ce qui se passe, puis les clients, à toutes les années, 2 ans, vont arriver, puis ils vont tranquillement, vont magasiner, ils vont aller vers un autre. Tu sais, fait que moi, là, 2000, proche 500 clients qu'on a aidés, plein de petits, parce qu'à un moment donné, on allait vers les boutiques Etsy, puis tout, puis qui shippaient juste rien, ou à peu près rien. Mais 1100 clients actifs présents. OK, super. Puis l'équipe? On est à peu près une dizaine. On était jusqu'à 16, 17. On est à 8, 10 présentement. Là. Puis, les personnes... Parce que là, dans le fond, il y a une dynamique de dog fooding, c'est-à-dire répondre à son propre problème, régler son propre problème, qui est présente dans ton histoire. Évidemment, tu as été un marchand en ligne. Tu as vécu ce pain-là d'avoir un client qui... La relation est brimée, ça coûte... Il a payé plus cher, il n'a pas son truc en temps. Hey, what the fuck, on peut réclamer. Toi, tu l'as vécu ça. Tu as parlé à une couple de personnes qui étaient dans l'industrie. Puis après ça, ma question est un petit peu plus tactique, mais comment t'as... Parce que tu avais Zumalka qui fonctionnait et qui fonctionne encore. Là, comment tu as commencé à allouer soit ton capital ou ton temps pour dire ben, tu sais quoi, je vais faire de Buster Fetcher une priorité? Parce que ça peut être challengeant, ça, il me semble. Fait que quand on a vu l'opportunité que personne ne le faisait, on le savait que ça pourrait avoir un impact au niveau des boutiques en ligne. Ouais. OK? Tu sais, il y en a plein des mamans puis des papas à la maison. Moi, j'ai été monoparental pendant des années puis qui utilisent ça pour pouvoir se partir une business en ligne puis pouvoir se sortir du trou, là. Fait que de voir la possibilité de réellement aider du monde qui trouve ça trop cher puis qui part, ça a fait que Suzy, elle a dit, ben regarde, moi, je vais m'occuper du Zumalka. Toi, occupe-toi de Buster pour le monter. J'avais déjà fait du logiciel, j'ai déjà fait de la programmation, graphisme. J'étais tout capable de, sommairement, là, de pouvoir m'occuper de cette business-là. Fait que c'est là qu'on s'est séparés, même si c'était nos business. OK. Puis que là, elle s'est concentrée plus sur Zumalka au mieux et mal, puis moi, je me suis occupé de Buster. OK. Puis, il y a de l'argent qui est sur la table métaphorique. Tu peux aider un paquet de commerçants à aller chercher cet argent-là. Juste ces faits-là ne créent pas un modèle d'affaires, right? Fait que comment, toi, tu t'es dit, oui, c'était... Comment je vais pricer, comment je vais extraire de la valeur pour moi d'offrir ce service-là? Comment tu as pensé à ça? Tu sais, pas tant de stratégie longuement réfléchie, là. Je me suis dit, il y a de l'argent sur la table. Moi, personnellement, qu'est-ce que j'aimerais qu'on m'offre? Ben... Comme commerçant toi-même? C'est ça. Un, je veux pas que ça prenne de mon temps. OK. Je veux pas être obligé de commencer à m'en occuper. Fait que si je peux connecter mon affaire, créer mon compte, puis après ça, juste recevoir mon cash à toutes les semaines, c'est ça que je veux. Fait qu'on a commencé à avoir cette formule-là. Puis après, je veux pas avoir de mensualité parce que des fois, j'arrive avec un logiciel où ce que ça te coûte Href, par exemple, 300$ par mois US. Bien, quand tu es serré, là, c'est plus tough. Fait que je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a de l'argent sur la table. La barrière à l'entrée, il n'y en a pas parce que tu te connectes aujourd'hui. Je vais te chercher, c'est ROI instantané. Là. Ouais. Je te connecte aujourd'hui, puis la semaine prochaine, tu vas avoir de l'argent dans ton compte que tu ne savais pas que tu avais. C'est quand même assez intéressant. Tu sais, j'ai des clients des chaînes là, que j'ai connectés le vendredi, puis on a fait leur réclamation. Le samedi, c'était approuvé, puis le lundi, c'était déjà sur leur facture en termes de crédit. Là. Il y en a qui ont tellement de crédit que leur première facture, c'est le transporteur qui leur doit l'argent. Là. C'est pas tout le temps le cas. Mais c'est ça qui arrive. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un montant, un pourcentage de ce que je récupère. Fait qu'il n'y a pas de mensualité, il n'y a pas rien. Si j'y trouve rien, c'est pas plus grave. Le gars, il est content, il y a un dashboard avec des stats. Mais sinon, ben moi, je vais chercher un pourcentage de ce que je vais chercher. Fait que ça m'oblige à être bon, ça m'oblige à trouver des opportunités de remboursement à ce moment. Beaucoup de parallèles avec Snipcart. Là. À la base, nous autres, c'était juste un pourcentage des ventes que tu effectues, alors que toi, c'est un pourcentage de l'argent que je te sauve avec ces automatisations-là et ces process-là que j'ai. Puis comment tu as décidé du pourcentage? Au début, on a essayé 50-50. OK, quand même basé. On va faire 50-50. Élevé, ouais. Après ça, on s'est dit, ben je pense que le gars, c'est vraiment tout sur intuition, là. Si je le fais un peu plus gagnant, ben ça va être mieux. Fait que oui, on a des compétiteurs, ils sont à 50-50. OK. Il y en a d'autres qui vont descendre un petit peu, mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est on va faire 40% à 60% pour
l'autre personne. Fait que lui, automatiquement, il est plus gagnant que moi. Là. OK, fait que c'est quand même un pourcentage plus élevé que ce que je pensais. On dirait que... Il est-tu public sur le site, ce pourcentage? Je pense que sur le site, il n'est pas écrit, mais il l'était avant. OK, Ouais. c'est bon. Parce que, tu sais, avec Snip, c'était, mettons, 2%. Je sais pas si... Là, je spitball, là, mais je sais pas s'il y a une psychologie différente dans combien je suis prêt à laisser aller quand c'est de l'argent que j'ai déjà dépensé, mais qui m'en revient, versus de l'argent que je viens de faire. Tu sais, du revenu versus des coûts, genre. Le split de pourcentage, psychologiquement, peut-être, il est différent dans la tête du monde. Je sais pas. Ben, moi, si je te trouve 100$ à terre, puis je te dis, hey, je sais il est où le 100$, tu le veux-tu? Tu me donnes-tu 40$ pour? C'est sûr que tu dis oui. Là. Non, je vais dire, Matt, on est chum, mais si donne-moi mon 100$. Ouais, on est chum, mais tu vas te rendre compte que je vais te demander ton 40$ pareil. Mais, fait, oui, effectivement, tu sais, il y en a un qui c'était une dépense. Toi, ton 2%, il coupait sa marge de profit. Exact. Moi, elle augmente ta marge de profit. Automatiquement, tu comprends? Je viens de te ramasser. Tu as de l'argent que tu ne savais pas que tu avais. Puis, tu sais, il y a des clients là, que c'est allé jusqu'à 50% de leurs colis qui ont été remboursés. Là. Fait que du jour au lendemain, là, tu te ramasses avec des 1000, des 2000, des 3000 pièces par semaine que tu ne savais pas que tu avais. Le monde sont contents là, parce qu'on lui donne toute une valeur. Là. Non, je te file. Ça fait... C'est le genre d'affaire... Il y a une couple de... J'ai entendu ça sur un autre pod récemment, mais il y a une couple d'idées, des fois, que quelqu'un te raconte, qui t'explique, mettons, son modèle d'affaires ou son idée d'affaires, puis tu fais comme, calice. Ça fait donc bien du sens. Je le savais juste pas, mais maintenant que je le sais, ça fait donc bien du sens. Fait que ma question pour toi est genre, mettons, je prends un mini pas de recul. J'aime tout le temps ça, avoir une map dans ma tête du monde avant un produit puis du monde après un produit. Fait que là, le monde avant Buster Fetcher ou un compétiteur X, whatever, c'était-tu un peu l'espèce de process laborieux que ton père, mettons, passait à travers, à rechecker tous ses tracking numbers, quelles qui sont dans les dates? C'était-tu... Y avait-tu d'autres types d'outils avant Buster Fetcher qui réglaient ce problème-là, mettons, ou c'était de la job de bras? La vaste majorité ne le savent pas encore. OK, fait que tu sais, nous, il y a le côté éducatif à faire. Il y en a qui le font, qui vont le faire à l'interne. C'est rare, mais quand ils le font, ils vont le faire à l'interne. L'affaire, c'est que... Faut que tu aies du staff et du temps. Oui, puis tu sais, je veux dire, la personne là, est payée à l'heure. OK? Souvent, ce on a remarqué, c'est que le monde il essaye de faire ça pour économiser. Hey, je suis aussi bien de payer quelqu'un à 20$ de l'heure pour le faire. Mais lui, il n'a pas autant faim que moi. Là. Moi, là, je te coûte rien. Là. Faut que j'aille à la guerre, faut que j'aille à la chasse pour aller te chercher ton argent. Là. Fait que ce qui fait, c'est que nous, là, quand on a eu des clients comme ça, là, il y a deux choses qui se passent. S'ils le font à l'interne, à un moment donné, on fait une compétition, puis à date, on l'a toujours gagné. OK. Fait qu'il y a des clients, là, un matin, un été, là, la fille a dit, moi, je le fais déjà à l'interne. Je les ai toutes checkées, j'en ai trouvé aucun. C'est parfait, on va se connecter. Elle n'avait pas un volume de fou, mais je n'ai quand même trouvé 4 puis qu'elle n'avait pas trouvé. Là. Fait que, puis il y en a, ça arrive souvent, où ce qu'ils vont se rendre compte, c'est, man, la fille est partie ou le gars est parti, j'ai plus le temps pour le faire. Cette semaine encore, c'est arrivé, j'ai plus le temps pour le faire, c'est trop de troubles, fais-le pour moi. Fait que, tu sais, il y a ces deux situations-là, mais la vaste majorité, ils ne savent pas que ça existe. Mais c'est ça, j'accroche là-dessus parce que, mettons là, qu'on s'imagine une situation hypothétique où tu es en train de me pitcher cette idée-là, puis que moi, je suis un investisseur potentiel, puis je me dirais, ah ben là, c'est vraiment cool, ça fait du sens économiquement, la proposition de valeur est dead simple, c'est comme win-win, il n'y a pas de risque pour l'autre personne, mais Chris, si le monde ne savent pas qu'ils ont ce problème-là, genre, est-ce que ça veut dire que ton total addressable market, il est là, mais comme aller le chercher puis l'actualiser, ton potential ou actual total market, je ne me rappelle plus c'est quoi, lui, il faut que tu l'éduques. Il y a de la friction ou des coûts, toi, d'éducation. Fait que comment tu éduques le monde? Comment ils te découvrent? Si tu dis bouche à oreille, on dirait que ça me bug, ça. On a essayé un paquet d'affaires. On a essayé la pub, ça ne marche pas. OK? Google Ads, quand tu tapes colis en retard, là, c'est les seules personnes qu'on a eues, là, c'était la vieille madame qui n'avait pas reçu son chèque à la fin du mois puis qui a dit « Mon colis est en retard, j'ai commandé sur Amazon, je peux-tu avoir un remboursement? » OK, ouais, non. Les marchands le savent pas, fait qu'ils font pas de recherche là-dessus. On a fait un peu de Facebook Ads, ça a été quand même pas si pire, souvent dans les événements, les podcasts commerce électronique. J'avais ma chaîne YouTube aussi que je faisais, qu'il y a bien du monde qui ont trouvé, mais c'est majoritairement du cold call. Fait que tu t'appelles, tu dis, man, tu as un problème, voici c'est quoi le problème, moi je peux t'aider. Si tu le savais pas, ben voici.
Demain matin, tu te connectes. La semaine prochaine, tu reçois des remboursements que tu ne savais pas que tu avais. Ça te tente-tu? Et là, la plus grosse objection qu'on a, c'est là que j'allais. c'est la fameuse phrase qui, je trouve absurde. Parce que, tu sais, on est habitué, maintenant, on se crée des phrases dans notre tête, puis on y croit tellement, mais qu'on ne les remet pas en question. Ouais, mais c'est trop beau pour être vrai, ça. Fait que c'est pas vrai. Fait que comment tu... Ouais. OK? Puis Puis là, là, tu ouvres un dashboard, tu y montes, tu blurs le nom d'un client, puis tu dis check, il Fait que là, 10 000$. en partant, là, OK, là, je vais gagner des points avec Suzy, là. Mais moi, ça fait 14 ans qu'on est ensemble, là, 13 ans qu'on est mariés. Puis à tous les jours, je me trouve chanceux d'être avec. C'est trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. OK? Fait que, effectivement, ta réponse est bonne. Fait que là, Suzy va être full contente. OK. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un dashboard, on a une fonction où on le monte directement. Fait OK. qu'on monte au client. Voici un client qui ressemble à toi, à peu près dans ton volume. Nice. Voici combien de pourcentage, voici combien il y a de remboursement dans les 30 derniers jours. Puis on est capable d'y montrer en réalité. Puis de toute façon, connecte-toi, puis si tu n'as rien, ça ne te coûtera rien. Fait que, il est où le problème, tu sais? Ouais. Moi, tu te connectes, même avant de mettre ta carte de crédit, je suis capable de dire combien de remboursements que tu pourrais potentiellement avoir. Fait que, OK, fait que tu billes y a pas sur la carte de crédit de l'utilisateur? Ouais, OK, automatique. c'est bon. C'est bon. Ben, c'est comme ça qu'on faisait avec Snip. Fait que c'est pas genre... Pour ton cash flow à toi, ça gosse pas parce Non. que chaque mois, c'est genre, voici la balance de ce que je t'ai sauvé, je prends X%, bing. Puis ça rentre dans ton Stripe direct, mettons. Ouais. Puis le client, lui, il reçoit son remboursement du transporteur. Fait que ça, le but était d'avoir une transparence ultime parce que si le monde pense que c'est une crosse, il faut que tu t'assures d'être tellement transparent. Nos factures, Ouais. quand on les facture, là, ils ont tellement de pages, là, chaque tracking est là, la date de shipment, la date de remboursement, le numéro d'approbation. Tu sais, ça fait une méga page, mais ils ne peuvent pas dire que c'est pas transparent. Là. Puis y a-tu un gros diff ou un gros delta de temps entre le moment où toi, tu billes ton client X, puis ce même client X-là reçoit le remboursement du... Normalement, dans la 98-99% du temps, il a déjà été remboursé quand moi je le facture. OK, fait que les autres sont... Les systèmes de garantie dans les services de livraison comme FedEx, whatever, sont rodés. Là. Ou on attend après. Une fois que moi j'ai l'approbation et j'ai le numéro de confirmation, là, après ça, je suis capable de le builder de le biller dans mon système. Là. Fait que, tu sais, tu te connectes aujourd'hui, là. OK? Ouais. Je vais reculer 15 à 30 jours dans le passé, dépendamment du transporteur. Je vais aller checker tous tes remboursements. Ça, c'est pas sans compter. Là, on parle juste des garanties de livraison, mais il y a d'autres choses aussi qu'on réclame. Fait que juste tes garanties de livraison, je vais aller checker tout ce qui est en retard. Quand c'est en retard, je fais la réclamation. Quand c'est approuvé, moi, ça rentre dans mon logiciel. Puis une fois par semaine, une fois par 2 semaines, je vais facturer le client directement. Ça, sa carte de crédit. Fait que lui, il a son crédit, il a son remboursement sur sa carte de crédit. Évidemment, quand tu es plus petit, des fois, tu reçois un chèque. Là. Mais tu sais, j'ai toujours la confirmation du transporteur que c'est approuvé. Avant de biller. Ouais. Puis, tu as parlé un petit peu de différents canaux d'acquisition que vous avez essayés. Puis un qui a semblé sticker, c'est le outbound cold call. Ouais. Où est-ce que les données ou les leads, vous allez les chercher, si tu peux en parler? C'est un méchant tétage. Ça peut être... OK, parce qu'il n'existe pas de liste. Moi, je suis client chez Post Canada. Ouais. Moi, je suis client Ou chez chez Shopify. Shopify. Peu importe. Parce que tu peux passer par... Nous, on essaye d'aller chercher les clients qui ont leur propre compte. Parce que les garanties, la façon que ça marche, c'est que si tu utilises un revendeur, bien, ce revendeur-là, c'était lui le contrat. Fait que moi, je ne peux pas te biller toi, je ne peux pas faire tes réclamations. C'est lui qui a le contrat que je peux faire quelque chose. Un revendeur, mettons un ShipStation. Parcels ou peu importe, là, ShipStation ou ces choses-là. Fait que ceux, juste pour le monde qui ne sont pas well-versed dans le monde du e-commerce, un ShipStation ou un Parcel ou un GoShippo, ça, c'est des services qui vont te permettre d'automatiser puis de faciliter la gestion justement de ton shipping. Ouais. Fait que tu vas intégrer ça avec ton Shopify, par exemple. Fait que toi, si tu as des users qui sont là-dessus, c'est comme plus difficile de venir t'embedder dans leurs opérations. Ouais. On le faisait au début. Okay. Puis on s'est rendu compte que ça marche bien. Même, on avait une petite app Shopify. Ça marche bien pour les plus petits. Les plus gros, ils ont tous leur compte avec un transporteur. C'est ça, fait que t'es mieux de dealer direct avec où est-ce que la garantie vit. C'est ça. Moi, je vais chercher ta facture, je la download, puis après ça, je la rentre dans mon logiciel. Il trouve les colis qui sont en retard, je fais les réclamations, puis ça s'arrête là. OK. Puis, fait que c'est ça, là, excuse-moi, j'étais comme, on a bifurqué sur ShipStation puis les third party, là, mais où est-ce que tu trouves tes leads? On est allé chercher tout ce qui est boutique en ligne, tout commerçant en ligne, les pages jaunes, on est allé, puis on les passe un après l'autre. À un moment donné, on s'est monté un outil pour essayer de voir sur les sites Internet, est-ce que c'est écrit
Canada ouais. Post, Purolator, FedEx, UPS. T'sais. Fait que, on a bâti un scraper qui va dans Google. Parce que tu peux te questionner l'API, puis ça coûte un bras, là. Mais tu peux questionner, dire, mettons, si je rentre Zoomalka, est-ce que je vois sur Zoomalka, site2.zoomalka.com, espace Canada Post, je vais être capable de voir si Zoomalka parle de Canada Post. Puis là, j'ai quand même une certaine idée que lui va shipper. Mais là OK, fait que cette commande manuelle-là, tu es dans la barre de recherche de Google, tu fais site, mettons, saspace.com, puis là, tu écris Matt Lessard, ça va te sortir s'il y a une page puis du contenu qui parle de Matt Lessard, puis même que ce pas de là soit sorti, ça va sortir. C'est ça. Mais là, ce que tu es en train de me dire, cette action manuelle-là, je la connais, je la comprends, mais tu es en train de me dire, tu peux aussi pigner un API de Google Search, genre, puis faire ça at scale? Il y a des third parties qui vont nous le vendre. Puis là, nous, on se connecte à eux autres. Pas ça, puis là, ben moi, je pogne ma liste de URL, un après l'autre. Puis là, je vais arriver, puis OK, saspace.com, Post Canada, UPS, FedEx, Canada Post, Purolator. Mais c'est cher, hein, mettons. Ça coûte quelque chose, mais tu sais, c'est toujours mieux que de commencer à appeler le monde un après l'autre, puis que là, tu perds du temps. C'est parce que c'est une qualification. C'est comme une sorte de... Oui, effectivement. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'après ça, on va dans Ahref, où là, on rentre tous les comptes. Puis là, on vérifie. Au début, on appelait tout le monde, puis on perdait du temps, là, parce que là, tu avais des vendeurs tu avais des WooCommerce qui vendaient à peu près rien. Fait que dans Ahref, on est arrivé avec un certain trafic qui était comme le sweet spot qui nous permettait de savoir, OK, en bas de ça, ça ne vaut pas rien, la plupart du temps. Il n'y a rien d'infaillible dans ça, mais puis dépasser ça, là, ça peut commencer à faire du sens. C'est excellent. Mais Ahref va te donner beaucoup de data qui est... Non, il va te donner de la data sur le paid aussi, dans le fond. Sur le trafic. Trafic payant, trafic organique. OK. Ouais. Chris, c'est hot, man. Puis... Mais là, n'en reste pas moins que tu as une garantie qui est comme un peu sous le radar, fournie par un paquet de services de livraison. Toi, tu arrives, puis tu multiplies la quantité de clients qui découvrent cette garantie-là, mais en bénéficient. Fait que tu fais déplier un paquet de ces services de livraison-là. Fait que ma question, qui est peut-être noob, c'est genre la relation que tes clients ont avec le service de livraison ou que toi, Buster Fetcher, t'as avec les services de livraison, ça peut-tu comme brasser un peu des plumes ou comme... Ça, j'aime tellement ça, cette question-là. Ouais, vas-y. Parce que si tu ne payes pas ta carte de crédit à temps, puis qu'ils te chargent des frais, es-tu frustré contre ta carte de crédit? Moi, j'ai tout le temps payé à temps. OK, mettons, là. Okay? Tu comprends le principe? Non, exact. T'es comme, non, c'était écrit. C'est de ma faute, j'ai un contrat, j'ai une entente. T'sais. Fait que c'est le même principe, là. OK? Tu fais tes rapports d'impôt pour aller chercher un retour d'impôt à la fin de l'année le plus possible, toujours en restant légal puis clean. Bien, c'est le même principe. Il y a une entente qui est faite. Le seul, tu sais, le client, lui, c'est quoi son objectif? C'est d'aller chercher que ça lui coûte le moins cher possible pour expédier ses colis. Le représentant du transporteur, des fois, c'est là que ça va accrocher. Okay? On a des super bons représentants avec qui on travaille dans tous les transporteurs. Il y en a qui sont bien placés, très haut. Il y en a d'autres qui sont plus bas. C'est pas grave. Ils comprennent la game. Ils savent que c'est une garantie. Le transporteur, il a quand même fait une promesse à son client. Là. Absolument. Okay? Il a promis, je vais te le livrer en ce moment-là. Mais à un moment donné, lui, le représentant, en bout de ligne, sa job, c'est de rentrer le plus de cash possible dans le transporteur. Ses incentives à lui ne sont pas alignés avec ceux de toi et ton client. C'est ça. Moi, ma job, c'est de t'aider, parce que sinon, je ne suis pas payé, à ce que ça te coûte le moins cher possible aussi. Fait que quand tu regardes le représentant, il faut toujours que tu checkes voir c'est quoi l'objectif en arrière. La plupart des les représentants, c'est pas compliqué. Leur job, leur bonus, ils ont un certain volume de colis à aller chercher. Fait que si le client, le représentant plutôt, il est aligné avec le client, il a ses intérêts, parce qu'il, comme un bon représentant normalement ferait, il n'y aura pas de problème. On a des représentants, on a des transporteurs dans nos clients, on a des employés des transporteurs dans nos clients. Là. Mais tu en as toujours un original, une fois de temps en temps, qui, tu sais, je te parlais tantôt de Future Shop. Là. Dans mon ancienne vie, là, moi, j'étais chez Future Shop, OK? Puis quand tu travailles chez Future Shop, j'en ai entendu d'autres qui ont été chez Future Shop dans ton podcast, ils vont se rappeler du fameux CSP, qui était le Customer Service Plan ou quelque chose comme ça, qui était la fameuse garantie que quand tu rentrais chez Future Shop, tu avais intérêt à vendre la garantie. OK? Fait que pourquoi? Bien, c'est que la garantie, elle donne 15 % au vendeur. Là. Fait que tu vas vendre un ordinateur qui va te donner 12$, mais la garantie peut t'en donner 45$. Là.
Fait que là, on avait intérêt à la vendre. Puis, il y avait tout un système mis en place pour t'assurer que tu vendes le plus. Tu avais la grosse pression des fois qui pouvait arriver. La plupart des vendeurs n'avaient pas ce problème-là. Mais tu en as tout le temps un original, comme il y en a un à un moment donné à Montréal, que lui, le client ne voulait pas acheter la garantie. Il dit, moi, je veux qu'il l'achète. Il est allé se coucher en avant du char du client qui allait s'en aller pour pas qu'il parte sans acheter la garantie. Puis le client l'a acheté, la garantie. Moi, sérieusement, j'aurais avancé jusqu'à temps qu'il sente un petit peu de pression. Là. Mais il l'a acheté, tu comprends? Fait que tu as toujours des représentants qui vont être comme ça à un moment donné, qui pensent eux autres à leur poche puis qui s'en foutent là, que le gars, ça marche ou que ça marche pas. Ou, parce que si, mettons, tu as 100 000 colis à aller chercher dans ton bonus à la fin d'année, puis que Buster Fetcher vient chercher 10 là-dessus, tu as 90 000 colis. Là, il faut que tu travailles pour aller t'en chercher de plus, là, des clients. Là. Fait que c'est facile après ça d'arriver puis d'aller faire des petites, je vais dire, là, pour être légalement parlant correct, là, créatif. OK? Puis des fois, il y a des petites affaires qui sont vraiment éthiquement pas correctes, qui vont se passer. Bien, là, c'est là que... Mais c'est toujours initié par les représentants. Parce que c'est le transporteur qui a fait le contrat. Là. C'est lui qui l'a écrit. Là. C'est pas écrit sur le bord d'une table, sur une napkin. C'est tout pensé. C'est un avantage compétitif, les garanties aussi. Fait que, il y a tout un thinking en arrière de ça. Mais dans la vaste majorité des cas, ça se passe super bien. OK. Moi, je suis client des transporteurs. Là. Exact. J'en ai une boutique en ligne. Ils me connaissent toutes. Là. Ils savent tout qu'est-ce qu'on fait. Là. On a même fait un partenariat, nous, avec Purolator. Pour un autre service qui s'appelle le Club d'expédition de Buster Fetcher Shipping Club, avec Purolator. Puis en commençant, ils savaient ce qu'on faisait. Là. Puis ils ont permis qu'on fasse un regroupement. On a une super belle entente avec les employés, les représentants. C'est pas un problème. Là. Fait que, tu sais, il y a certains transporteurs qui ils ont plus de représentants créatifs. Puis il y en a la vaste majorité du monde, il n'y a pas de problème. Puis un autre... Tantôt, tu as mentionné, là, il y a certains transporteurs qui n'ont pas de garantie nécessairement. Ouais. Si j'ai un client qui switch de transporteur puis que maintenant il est chez un transporteur qui n'a pas de garantie, ben moi je peux rien faire pour lui. Fait que moi j'arrête d'avoir ce revenu-là. Exact. Ça crée dans ma tête un indice de risque de plateforme, de platform risk, où est-ce que la valeur que toi tu génères est très comme à la merci ou en dépendance à la gestion de ces garanties-là dans ces transporteurs-là. Ouais. Comment tu réfléchis à ça, toi? Bon, les garanties de livraison, c'est pas la seule affaire qu'on couvre en partant. OK, ben dis-moi. On a aussi les étiquettes à annuler. Fait que là, je ne sais pas là, dans ton monde de commerce électronique, mais nous, ça nous est arrivé un soir. J'ai une chaîne de magasins qui m'appelle et dit « Matt, on a généré 70 000 $ d'étiquettes qu'on a payées aux transporteurs, qu'on ne le savait pas. Ils étaient supposés être annulés, puis ils n'ont pas été annulés parce qu'il y avait un bug à l'interne. » C'est les shipping labels, là, ça? Oui, exact. Okay. Fait que, tu sais, mettons, là, toi, tu es un commerçant en ligne, tu reçois tes commandes dans ShipStation ou peu importe, tu génères tes étiquettes, puis là, tu sais, ce client-là, finalement, il a annulé sa commande. Bien, si tu n'as pas annulé ton étiquette, tu vas la payer, là. OK? J'ai un client, lui, qui avait fait des tests à l'interne, puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a généré 4 étiquettes à 2300 quelques piastres chaque, là. Fait que lui, il a généré ses tests. Il ne pensait pas qu'il allait être facturé pour ça. La comptabilité reçoit la facture. Puis là, elle ne s'en rend pas compte. C'est OK, ça a coûté cher de shipping ce mois-ci. Ça arrête là. Elle ne va pas valider si on a vraiment shippé un produit à ce moment-là. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on devient comme un filet de sécurité. Fait qu'on a bâti un autre service de réclamation qui, on appelle les shipping labels, les cancel labels, où ce que là, on va valider que chacun de tes colis a vraiment été expédié, puis sinon, on le fait canceller si toi, tu ne l'as pas déjà fait. Ça, c'est cool. On dirait que ça, j'avais comme pas cliqué que c'était là puis dispo. Puis il y en a un paquet. Ça fait combien de temps, ça? 2019. 2018-2019. Ouais. C'est bon. Mais c'est qu'on ne se promouvoit pas là-dessus, là. Mais je comprends. On arrive que c'est de l'argent à terre aussi, là, puis qui paye cher. Parce que quand tu génères 4 étiquettes à 2300 $, là, c'est 2000, quasiment 10 000 $. Là. Fait que lui avait perdu, puis que la comptabilité payait, puis tout. Fait que là, nous, c'est un autre service. Fait que pour répondre à ta question de platform risk, bien, en gros, ce qu'on fait, c'est que là, on sait tout ça, mais dans l'expansion qu'on veut prendre, on veut être capable de servir les clients, peu importe le transporteur, que ce soit canadien, allemand, français, australien, américain. Fait qu'on est en train de développer, on a interviewé, c'est toujours, ça coûte trop cher le shipping, là. Tu t'en vas dans n'importe quel
événement des e-commerce. On est partenaire, nous autres, pour la journée e-commerce le 11 avril. Là. Oui. Ben, on s'en va après ça. Tu t'en vas à e-commerce fuel aux États-Unis. C'est toujours ça le problème, ça coûte trop cher, les shipping, ou que c'est livré en retard, ou qu'il y en a un gars qui chipait des cuisines puis que ça a passé au feu puis qu'il n'y a pas de réclamation possible. Il y a tout le temps des problèmes. C'est vrai. OK? Fait que nous, on veut développer, dans les prochains mois, quelque chose qui va nous permettre de servir les clients, peu importe le transporteur, mais qui ne dépendra pas aussi d'une garantie. Parce que s'il s'en va chez Nationex, il n'y a pas de garantie chez Nationex. Si tu t'en vas chez Obibox, il n'y a pas de garantie. Si tu t'en vas chez n'importe quel autre transporteur, il n'y aura pas de garantie chez LS, par exemple. Fait que nous, on veut aider le client à ce que ça lui coûte moins cher. C'est pour ça que notre slogan, c'est « Win the shipping game ». Puis, ou « Remporte le jeu de l'expédition ». J'aime mieux. Yes! Je me sens viril quand je dis ça en français. Puis après ça, on va le faire d'une autre façon. Tu sais. OK. J'adore ça, Dude, parce que justement, ton vision state, ton énoncé de vision, il laisse de la place pour que le produit ait une croissance puis mature, évolue. Fait que là, cette vision produit-là que tu as, elle est en train aussi de s'actualiser dans d'autres fonctionnalités que réclame tes étiquettes que tu avais annulées ou réclame les frais de retard découlant d'une garantie. Puis même le branding, il est comme ça aussi. Je ne suis pas attaché à... Tu sais, mettons, on connaît ici vol en retard. C'est ça, tu sais. Nous, Buster Fetcher, oui, il y a un certain lien Fetcher de rapporter, mais il y a un brand en arrière qui est fait que dans la vision, là, j'ai rencontré François Levasseur hier, je suis allé manger avec. T'es sérieux? J'aime François au bout. C'était ça la première fois que tu le voyais ou c'était comme un gars que tu connais un peu? OK. Ouais. Puis, on est arrivé que j'y montrais la vision sur 10 ans, puis c'est juste malade. Mais le brand, il y a quelque chose en arrière. Là. Ouais. Il y a quelque chose que je peux faire qui fait que Win the Shipping Game, tu peux le faire de plein de façons différentes. Là. Je pourrais avoir une compagnie de boîtes, là, si je veux. Là, exact. Avec ça. Là. Ou des camions. Mais jamais en livrant un colis. Non, je ne veux pas livrer de colis. Non. Mais je peux vendre les camions aux transporteurs s'il faut. Peut-être. Drones et sous-marins, d'autres, rendu là, le monde est ton... Hyperloop, ça serait hot. Oui. Y en a-tu fait des projets Elon? Alright. Fait que là, où c'est que je m'en vais avec mes skis à partir du site? Je rentre dans quelque chose qui était un peu off-script. Est-ce que ça serait réaliste ou pas de dire qu'une plateforme de commerce en ligne pourrait être éventuellement intéressée à acheter une compagnie comme Buster Fetcher? Je le sais qu'un jour, ça va arriver, qu'il y a quelqu'un qui va vouloir nous acheter. On a déjà du monde qui sont intéressés. Par contre, on veut bâtir Buster d'une façon à ce que ce soit plus gros, puis plus enraciné, puis qui marche pour tous les transporteurs. On veut aussi, à un moment donné, devenir un partenaire pour les transporteurs aussi. Fait que ça, c'est dans la vision à plus long terme. Okay. Mais tu comprends, fait que de vendre tout de suite, là, c'est comme de vendre le bébé il y a 2 semaines. Là. C'est un exemple weird, là. Bébé de 2 semaines. Mais tu sais, c'est un exemple weird, là, mais ça fait que, tu sais, il est pas au monde encore, là. Pour nous, dans notre tête, Buster, c'est même pas commencé encore vers ce qui va arriver. Fait que, tu sais, de le vendre tout de suite, mais oui, c'est sûr que ça va arriver. Puis, comment tu penses au scaling côté technologique? Je m'explique. Fait que là, en ce moment, tu me dis que tu avais une personne de confiance et un collègue de longue date qui travaillait côté tech avec vous. Je sais pas c'est quoi la composition de ton équipe, mais la plateforme en ce moment, est-ce qu'il y a c'est des programmeurs internes qui travaillent là-dessus? Oui. Parfait. Fait que la vision produit que tu m'as décrite, est-ce que toi, tu te dis, OK, ben ces personnes-là, ils vont avoir un pourcentage de leur temps qui va être dédié à la maintenance et peut-être même au support ou de ce qu'on a déjà, là, des assets techniques techno qu'on a déjà. Puis là, après ça, ils vont s'en aller sur du nouveau produit. Va-tu falloir que tu fasses de l'embauche? Tu sais, comment tu vois ce côté-là? Nous, déjà, à l'interne, on a quelqu'un qui s'occupe juste de la maintenance. OK. Avec les petits bugs internes qui arrivent, s'assurer que ça marche. Là, tu sais, on n'est pas en mode développement pour l'instant. On est vraiment en mode maintenance pour se préparer au mode développement où là, on va avoir du monde qui vont venir nous aider. Okay. Combien? Je le sais pas. On aime ça, le côté lean, mais on veut s'assurer qu'il y ait toujours quelqu'un qui maintient. Notre code est à jour, notre code est up-to-date, notre serveur est up-to-date aussi. Tu sais, on est tout en microservices, toutes les patentes qu'on est capable de scaler facilement. Bien, les devs qui vont venir vont arriver puis vont juste développer du nouveau stock à partir de ce moment. Puis, y a-t-il des challenges techniques
par rapport à Buster Fetcher, à la plateforme. C'est-à-dire que toi, tu dois te connecter sur l'API des livreurs, des transporteurs. Nous autres, on va chercher leurs factures, puis après ça, on va les rentrer dans notre logiciel. Fait que tout ce qui est le téléchargement, on s'en occupe, nous, à l'interne, puis après ça, on le met dans notre logiciel qui va l'analyser. OK, fait que tu n'as pas à parler On va se connecter, nous, à l'interne. OK, c'est bon. Parce que, il n'y a pas un transporteur qui a une API, en tout cas, dans ce que nous, on a programmé, qui va te donner accès à tes factures. Là. On va se connecter au compte du client, on va télécharger, puis après ça, on l'analyse avec l'API, tout simplement, du transporteur. Puis la requête de demande de remboursement, elle se fait comment? C'est nous autres aussi à l'interne qui va le faire. Tu l'envoies au transporteur? Au nom du Des client? fois, des fois, c'est par email, des fois, c'est par formulaire en ligne, des fois, c'est jamais par téléphone. Mais c'est-tu automatisé? Oui, c'est automatisé. OK. Mais ça, si c'est différentes manières de le faire, ça doit amener... C'est complexe. C'est ça. Ouais. Fait que, OK. Puis tu sais, les transporteurs, je parlais à un client cette semaine qui dit Mathieu, les colis perdus, là, c'est un méchant pain pour moi. Là. Puis son représentant, il dit nos formulaires sont faits pour pas que tu le fasses. Là. Fait que tu sais, nous, là, c'est un méchant casse-tête tout le temps. Là. Fait qu'on a allié la personne, puis on a allié le côté technique le plus possible pour s'assurer que s'il y a quelque chose qui change, on est capable de le faire en masse sans que, même s'il n'y avait pas le côté automatique, on est capable de le faire manuellement ou inversement. Tu as mentionné un peu de joueurs compétiteurs, là, d'autres produits, mettons, ou plateformes. C'est-tu difficile de différencier? La compétition est-tu féroce? Tu veux-tu me parler un peu de ça? Au Canada, on est 2. OK. Il y en a un en Colombie-Britannique. Aux États-Unis, il y en a d'autres qui vont venir ici au Canada. Aux États-Unis, le marché est déjà plus féroce qu'ici, mais c'est pas tant féroce non plus. Là. C'est pas la fin du monde. Il y a tellement pas de monde qui le savent, il y a tellement un gros marché on va aller chercher des joueurs, des clients, là, mais c'est pas la fin du monde. Celui au Canada, nous, les compétiteurs, quand on appelle les clients, on n'entend pas tant parler. Là. Mais l'affaire, c'est que Buster, ce qu'on a développé, c'est un service qui s'appelle le rapport d'analyse et de comparaison, qui va te donner du data et du insight que personne d'autre qui est capable de te donner, pas mon compétiteur non plus. Il ne l'a pas fait. Fait en gros, ce que c'est que moi, tu es connecté chez nous, j'ai tes factures, j'ai tes tarifs, je suis capable de te dire, hey, t'as-tu vu, là, pour shipper tel colis, telle zone de livraison, tel service, de tel volume, tu payes plus cher que ton compétiteur. Ou tu as telle surcharge, tu as dépassé. Tu sais, j'ai un client, par exemple, que lui, il payait c'est 95 sous à tous les colis. Maintenant, c'est presque 2 piastres là, par colis parce qu'il ne donnait pas son manifeste à Post Canada. Pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi un manifeste, là, c'est qu'à la fin de ta journée, tu as tout imprimé tes colis, tu t'en vas au bureau de poste où ils viennent chez vous, il ne scannera pas tes colis un après l'autre. Là. Tu lui donnes un papier, il scanne une fois, puis ça veut dire j'ai 150 colis, 1000 colis et tout. Mais si tu ne le fais pas, puis tu es supposé le faire, ils vont te charger un montant toutes les fois. Okay, fait que ce rapport-là va aller voir aussi où est-ce que tu as des économies potentielles. Fait que automatiquement, le client dit il y avait pour 1400 pièces gratis, là, qui est capable d'annuler du jour au lendemain dans son ShipStation parce que ça y prend 1 minute à faire son end of day, là, rapport, là, son manifeste. Automatiquement, il sauvait. Un autre qui payait des assurances supplémentaires à toutes les fois parce qu'il ne voulait pas se ramasser que si le colis est brisé, je ne veux pas l'assumer. Puis qu'on regarde, il a payé 22 000 $ d'assurance dans son année, puis il l'a utilisé 2 fois pour un produit à 150 $. Tu comprends? Fait qu'il y a des analyses comme ça que nous, on est capable de faire, que les compétiteurs n'ont pas, puis c'est là que c'est avantageux. Là. C'est que tu deviens un peu un centre névralgique ou une source d'intelligence de shipping, tu sais, qui peut être vraiment, vraiment rentable pour le monde. Ouais. OK. On va shift gears un petit peu, changer de vitesse. J'ai le goût de parler plus du côté entrepreneurial et moins du produit, même si le produit m'intéresse beaucoup, beaucoup. Y a-tu des erreurs, que ce soit dans Buster ou avant, que tu as faites que tu es à l'aise de partager puis qui pourraient peut-être aider du monde? Plein. Top of mind. Mais la grosse problématique que moi j'ai, là, c'est que j'ai grandi en ayant des bonnes idées. Puis, j'ai développé mes affaires sans m'entourer. Fait que moi, d'aller faire partie d'une chambre de commerce ou d'une association ou d'aller faire du networking ou d'avoir des amis, je n'ai pas fait là. OK? Ce qui fait que j'ai développé moi-même. Puis, à un moment donné, on se parlait l'autre fois, là, tout est une recette. Là. OK? Tout est une recette. Quand tu es venu au monde, là, dans ton petit crate en plastique, tu n'étais pas un communicateur, tu n'étais pas un bon gars en SEO, tu n'étais pas... Peut-être que tu criais plus fort que les autres, là, mais tu sais, je veux dire, tout ça, c'est des skills que tu as appris. Tu as une recette pour y arriver.
OK? Fait que, comme entrepreneur, tu as 2 choix. Soit que je vais essayer de trouver la recette par moi-même, puis là, ben, tu as beaucoup d'essais-erreurs, puis tu perds du temps, ou tu vas aller voir quelqu'un qui est vraiment bon, puis tu vas l'apprendre, cette recette-là. Bien, toute seule, ben, j'ai perdu énormément de temps là-dessus. À dire, hey, je vais trouver les idées. J'en ai des idées. Je suis capable de trouver une solution à plein d'affaires, puis souvent, elles sont ingénieuses. Mais c'est qu'en n'étant pas entouré avec les autres, bien là, il y a plein d'idées que je n'ai pas, par exemple. Puis que d'autres ont déjà eues, qui sont bien meilleures que les miennes. Tu sais, depuis ça se passe, là, j'ai mangé avec Stéphane Guérin, je suis allé avec Michael Carpentier, je suis allé avec François Levasseur. Tu sais, il y a plein de monde comme ça que j'apprends. Vieille garde. Tu sais, mais hey, c'est une ressource incroyable. Là. Ouais, Michael, là, c'est rendu, on s'écrit, on se compte nos vies. Tu sais, je tripe sur ce gars-là. Ben, je tripe sur les 3. Là, je l'aime beaucoup. Okay? Je les aime tous. Là. C'est toutes des machines qui fait que quand tu arrives avec un problème, c'est comme, hein, règle ça de cette façon-là. Puis toi, tu es là, tu t'arraches les cheveux. Il nous en reste pas tant, là. Fait que, tu sais, on va essayer de les garder. Puis eux autres, ils ont déjà arraché ces cheveux-là. C'est plus facile à travailler avec, tu sais. Fait que ça, c'est la difficulté. C'est la grosse erreur que j'ai faite. Ce qui fait qu'il m'a amené à la deuxième erreur, c'est que vu que j'ai développé par moi-même, bien là, tout ce qui est, c'est quoi les bons KPI? C'est quoi les ratios de payroll versus revenu? Tu sais, c'est... J'ai-tu de l'argent dans le compte? Yes, j'ai de l'argent dans le compte. Tu sais, Buster, ça a grandi, là. Fait que, pas de problème. Mais à un moment donné, tu arrives à un moment donné où c'est que, si, tu sais, François, il comptait à un moment donné qu'il a mis en place le côté marketing. Puis, son mentor, il a dit, là, pendant 1 an et demi, tu vas être dans le rouge. Mais trust le process. OK? Fais juste attendre, puis un moment donné, tu vas voir, ça va marcher. Quand tu ne le sais pas, ce process-là, puis il me disait, là, il dit, je freakais vraiment, là. Puis son mentor, il disait, non, tes KPI sont bons, suis-les, tout est beau, tout est en ligne. C'est comme de passer de piloter un avion à vue, puis piloter avec des indicateurs, tu sais, les instruments. Quand tu ne les sais pas, ces instruments-là, là, puis que là, tu as une tempête, là tu as peur. Fait que la première erreur a amené le deuxième, où ce que là, tu navigues, mais tu es toujours à vue. Ce qui fait que c'est pas mal plus stressant. Fait que pas mal moins stressant. Quand tu es juste à vue, c'est pas mal plus stressant. Oui, c'est bon. Fait que mieux s'entourer d'autres entrepreneurs qui ont eu des défis ou qui vivent des défis similaires, puis mieux mesurer la direction dans laquelle tu t'en vas, puis certains leviers dans ta business, des KPIs. OK. Ce qui a fait le plus, la minute que j'ai catché ça, là, c'est là que j'ai commencé à lire. Là, je te l'ai dit, là, je lis comme un défoncé. Tout ce qui est formation aussi, pour pouvoir dire... Puis là, j'ai compris, là. T'as-tu l'impression que t'overcorrect? Que t'en lis trop, peut-être? Parce que t'es comme caliste pendant genre je sais pas combien de décennies ou d'années je l'ai pas fait. Fait que là... Mettons que toi, t'es un enfant, là, puis tu découvres les bonbons. OK? Puis que les bonbons, là, ils ne créent pas un rush de sucre, puis qu'ils sont pas mauvais pour ta santé, ils sont juste bons. Ouais. Tu vas-tu vraiment arriver à un moment donné où tu vas trouver que tu en as trop? Ben, je respecte ton analogie, là, mais mettons, tu peux pas passer, j'essaie de la continuer, là, tu peux pas passer ton temps à manger des bonbons, faut que tu ailles jouer au parc ou shipper ta business, builder ta business, whatever. Puis comme, c'est que l'information est infinie. En business aussi, c'est rendu fou. Puis, mais ton temps pour prendre des décisions puis construire, il est très fini. Right? Fait que comment tu fais pour... Parce que tu pourrais aller chercher de l'information à l'infini puis jamais rien faire, genre pas prendre action sur cette information. Fait que comment tu splits les deux un peu, genre? Fait que là, tu as plein d'affaires dans ce que tu as dit, là. Comme Première des choses, si on revient à l'exemple de la recette de tantôt, OK? Ouais. La recette, tout est une recette. Il y a quelqu'un qui l'a déjà faite puis qui est meilleur que toi. Ça s'appelle apprendre par modélisation. OK? Fait que tu vas arriver puis tu vas apprendre quelque chose. C'est comme si tu mettais un petit point. Là, Michael Carpentier me disait ça. C'est comme si tu mettais un petit point sur un mur. Ça ne fait pas grand-chose, mais quand ça fait 150 petits points, à un moment donné, tu as un pattern, tu as une image qui apparaît puis qui t'aide. Fait que moi, de lire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé le matin, je suis rendu, je me lève à 4 heures. Je me garde une demi-heure par jour pour lire un livre physique. J'ai des podcasts ou des livres audio quand je suis prêt à ma marche avec le chien le matin. Okay. Pour ça rentre. Tu comprends? Je fais juste le lire. Puis là, dernièrement, ce que j'ai décidé de créer, c'est de le mettre en action. Parce que quand je t'ai entendu, tu as dit un podcast à un moment donné que justement, si tu fais juste lire, ça ne donne rien. Ouais. Fait que
je lis en ayant cette idée-là de petits points sur le mur, par exemple. Mais je me suis mis un process avec mon iPad où quand je souligne dans iBook ou Books, là, automatiquement, il se connecte avec Readwise, qui automatiquement va synchroniser ça avec mon Notion. Fait que tous mes commentaires, tout ce que j'ai souligné va se ramasser dans mon Notion. Puis là, après ça, ce que je vais faire, c'est que là, comme par exemple Never Eat Alone, je viens de le lire, ce livre-là, je suis en train de reviser tout ce que j'ai souligné dans mon Notion pour là aller distiller, garder juste ce qui est le meilleur. Pour moi, ma business, maintenant. Pour moi ou n'importe quoi. Je suis en train de me monter mon CEO Playbook, où tout ce qui me permet d'être le meilleur CEO possible, bien, s'il y a un quote, s'il y a quelque chose, s'il y a un action item que j'ai besoin de faire, là, je vais le mettre dans mon CEO Playbook. Fait que j'ai comme bâti de façon à ce que ce soit les petits points, mais aussi que je suis capable de l'apprendre. Le livre que je lis présentement, c'est 21 Laws, Irrefutable Laws of Leadership. Okay. John Maxwell, c'est un livre incroyable si vous ne l'avez jamais lu. C'est le même principe. Fait que ça m'aide à me bâtir comme personne. Fait que j'arrive pas à voir, tu sais, je lis pas comme 40 heures par semaine. Là. Tu sais, c'est une demi-heure par jour plus les podcasts et autres. Le restant du temps, je fais de l'action, là, j'avance. Bon, je comprends. Fait que c'est pas temps perdu, mais je rattrape ce que j'avais pas de fait. Puis c'est un avantage compétitif à un moment donné, là. Parce que là, tu apprends pas du gars qui a le dépanneur ou ton beau-frère qui n'a jamais eu de business, qui n'a jamais rien appris. Tu apprends des meilleurs qui ont quand même écrit des livres, qui sont réputés, qui font que tu vas apprendre, puis tu vas modéliser, puis tu vas avoir une image, puis un pattern qui va être beaucoup plus efficace. Puis ces petits points-là sur le mur, là, dans ton système, /analogie, ce sont des to-do, des insights, des choses à considérer ou à implémenter dans ta business, genre? Fait que je vais te le comparer avec une émission qu'on a écoutée qui est excellente, Undercover Billionaire. OK? Je pense que je t'en avais parlé. Oui, j'ai été invité. En gros, c'est vraiment... Fait que tu m'inviteras. Mais en gros, ce que c'est que c'est aux États-Unis. Fait que c'est un gars, il est milliardaire. Ouais. L'émission, là, ce que c'est qu'il t'amène dans une municipalité où tu ne connais pas personne. Ouais. Il t'enlève ton réseau, il t'enlève ton argent, tu as 100 $. OK? Puis tu as 90 jours pour partir une business de zéro, puis la vendre à plus d'1 million après 90 jours. Qu'est-ce qui reste à cette personne-là? Elle n'a pas son réseau. Exactement. Elle a juste ses petits points. Fait que quand tu lis tes affaires, là, quand tu apprends, quand tu modélises, à un moment donné, tu t'emmagasines quelque chose à quelque part qui fait que tu as cette idée-là, tu as un flash, puis là, quand tu l'étudies en plus, là, ça va une coche plus loin. Là, mais c'est les petits points avec l'étude qui fait la différence. Moi, s'il m'amenait dans ce show-là, puis il fallait que je fasse ça, je pense que ce que je dirais, c'est que quand le camera crew, là, le monde qui me filme, ne regarde pas trop, je dirais au monde dans le village ou dans la ville, je dirais hey, pour vrai, je suis un milliardaire. Mais genre, hey, donne-moi juste un peu d'argent, on va builder une business. Ils vont me donner genre plein d'argent après, je vais te donner une cote. Mais ça, ils l'ont peut-être fait. Mais quand tu regardes la série, le gars, il en rush un méchant temps. Là. Non, mais ça fait 2 fois là, que tu me le dis, puis je devrais essayer de l'écouter parce que le concept est vraiment intéressant. Et le fun parce que ça te confronte à toi. Suzy puis moi, on écoutait ça, là, puis on était là. Non, moi, j'aurais abandonné. Là. Pourquoi lui a continué? Qu'est-ce qui fait qu'il a continué? Comment il a fait pour persévérer à cette place-là alors que moi, j'aurais peut-être arrêté? Moi, c'est pourquoi je continuerais? À cause qu'il y a des fucking caméras, puis que pour le meilleur ou pour le pire, j'aime ça donner un bon show, puis j'aime ça avoir l'affirmation externe de mes pairs. Je travaille là-dessus. Mais genre, j'aurais comme fait, non, c'est pas vrai, c'est ce que je vais faire. Oh, fuck off. Mais c'est ça qui fait que l'entrepreneur, il reste. Ouais. C'est ce qui fait que tu prends un gars qui était CEO chez Pepsi, puis tu l'amènes dans une autre compagnie, puis il va te driver ça au bout. Alors que, puis c'est la même raison pourquoi tu as le gars qui a le dépanneur qui n'arrive jamais à sortir de son dépanneur, même s'il travaille 92 heures par semaine. Là. Fait que ces petits points-là, cette réflexion-là que tu vas amener, puis ça revient au réseau. Ouais. Tu sais, juste aller... La dernière fois que je suis allé manger avec Michael, là, j'étais au Cosmos. C'est ma place. Je tripe Cosmos. C'est là qu'on est allé d'ailleurs. C'est là qu'on est allé. Ouais. C'est la seule place keto parce qu'avant, c'était Pacini puis c'était plus tough côté keto. C'est vrai. Puis j'étais assis, là, ça fait pas 5 minutes. Puis j'ai dit, Miguel, je pourrais m'en aller là. Puis j'ai tellement... Quand je parle avec, là, c'est comme une autoroute dans ma tête. Là. Il n'y en a pas beaucoup à qui ça fait ça. Mais c'est comme si c'était une autoroute de challenge. Puis François, c'était la même affaire. Je dis, wow, j'ai trop de stock. Fait que si je peux l'apprendre du plus de monde possible... Sachant qu'avant, je ne le faisais pas, moi, je viens de découvrir des bonbons qui sont bons pour ma santé. Les bonbons bons pour ta santé. Mais Michael, il y a une faculté ou une compétence pédagogique quand même supérieure à plusieurs, je trouve. Genre, pour lui, éduquer puis enseigner, c'est comme quelque chose que, je ne sais pas s'il l'a développé aussi naturel,
Mais tu sais, quand il se met dans ce mode-là, c'est comme facile à digérer et à consommer son contenu. Là. Il a fait beaucoup de conférences. Oui, c'est vrai. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il... Nous autres, Suzy puis moi, on call notre bullshit. Okay? S'il y a des anglophones ici, je suis désolé, le mot bullshit, tu l'aimes pas, mais toi, tu es francophone. OK? Fait en gros, ce que c'est que caller notre bullshit, c'est qu'on se compte toutes des menteries des fois Absolument. dans notre tête. Là. Fait qu'un moment donné, j'envoie un message à quelqu'un qui avait un impact sur la compagnie, puis je freakais ma vie. Suzy me regarde, elle dit, ça se peut-tu que tu réagisses plus grand que ce que c'est supposé en temps normal? Puis on le fait tout, là. Fait, juste de faire ça, ça m'a tassé, puis ça a fait que, OK, je ne suis pas obligé de réagir de même. Bien, ce callage de bullshit-là, Michael, il le fait aussi. Ouais, si ça ne fait pas de sens, il va te le dire. Il ne t'enverra pas promener. Non. Mais ce que ça fait, c'est que ça va aller challenger ta façon de penser. Tu fais, ouais, c'est vrai. Il y a peut-être une meilleure solution que ce que j'avais avant, là. Ouais, moi, c'est là que tu progresses, là. Quand j'étais dans... Genre, je pataugeais, mais je nageais très vite, mettons, dans ça se passe, puis j'avais comme une impatience de, genre, faire des nouvelles initiatives, atteindre les plus gros chiffres, avoir des plus gros invités, plein d'affaires. Puis je parlais de tout ça à Michael, puis il disait comme, tu sais, dude, il disait, t'as pas vendu ta compagnie, toi, il y a genre une couple d'années, même pas. J'étais, ouais. Il dit, t'as pas un bon moton quand même de placer? Puis genre, ouais. Undercover billionaire. Ouais, exact. Puis il dit, tu sais, t'es correct que tu ralentisses là. Puis il dit, si tu te brûles, là, il dit, si tu essaies de faire toutes les affaires que tu es en train de me dire là, le core, là, fait que ton contenu, ton audience, tout ça, là, ça se peut que tu le négliges, tu sais. Puis, mais de la manière qu'il dit, comme tu dis, c'est pas confrontationnel. Non. C'est comme un mentor sage, aidant, je sais pas comment dire. Fait que là, pour tous ceux qui écoutent, appelez-le pas, parce que sinon on n'aura plus le temps d'y parler. Mais lui, il est isolé à quelque part, on dira pas. On va pas le doxer. Good. Fait que ta vision dans 5 ans, mettons 5-10 ans pour Buster, je pense on y a quand même, c'est une question que j'aime bien finir avec, là, mais on y a touché quand même pas mal là, sur win the shipping game, plus que les fonctionnalités que j'offre en ce moment, puis voir comment l'équipe va grandir à travers ça. Mais mettons qu'on flippe le time frame, puis je te dis, dans les 5 dernières années, y a-tu quelque chose sur quoi tu as changé d'idée? C'est ça. L'humilité. OK. Je vois ça comme un problème, ce que je t'ai conté tantôt pour je suis capable, j'ai mes bonnes idées, je vais y arriver par moi-même. La vitesse que tu progresses est souvent reliée à l'humilité que tu vas manifester. OK. Fait que ce manque d'humilité-là, de dire « Hey, non, finalement, j'ai besoin du monde. » Tu sais, on est entrepreneur, on est tous contents de nos bons coups parce qu'à quelque part, souvent, on est insécure. Puis là, on est full content de notre bulletin, on tripe au bout, là, mais on ne veut pas parler que ça va pas bien. En callant notre bullshit, c'est un peu comme, ou en apprenant des autres, c'est là je suis humble. Là. Ben, tu peux jamais dire que tu es humble, tu veux manifester de l'humilité au lieu de dire « Je suis vraiment bon. » Fait que c'est ça que le switch que je veux faire puis que j'essaie de faire le plus possible, dire. Puis c'est ça, le 5 dernières années là, que j'ai changé d'idée, c'est de dire « Hey, j'ai besoin du monde. Hey, je vais aller manger avec du monde. Je peux leur apporter quelque chose. » Même Michael, je la regarde, je dis « Pourquoi tu me parles? » François Levasseur, j'y parlais hier. J'en reviens pas. Ce gars, il a de l'expérience. Qu'est-ce que je peux t'apporter? Puis on peut tout apporter quelque chose à quelqu'un. Fait que cet exemple-là, moi, c'est ça les 5 dernières années que j'ai changé le plus, puis qui m'a fait avancer le plus vite la minute que je l'ai faite. Moi, l'humilité, dude, ça résonne beaucoup avec moi parce que quand je suis capable de me mettre dans ce mindset-là d'humilité, puis en maturant, je suis de plus en plus capable, ça me met tout de suite dans le mode étudiant. Puis genre, c'est ça. C'est le best mode, man. C'est ça. Puis des fois, même, là, je vais essayer consciemment de me mettre en mode éternel étudiant ou humilité, whatever, avec du monde que je sais que sur papier, mettons, je suis rendu, mettons, à des années-lumière de ce qu'ils ont accompli, mais je suis comme, ouais, mais Carlis, probablement qu'il a fait ou vu des affaires, elle a fait ou vu des affaires que moi, j'ai jamais. Puis qu'il va pouvoir me faire flasher sur de quoi. Fait que de retourner à l'humilité, puis l'espèce de public service announcement que je vais faire par rapport à l'humilité, c'est que ça se dose de l'humilité, là. Genre, quand tu essaies d'être trop humble, puis que tu cancelles, puis tu annules toute ta fierté, puis la valeur que toi t'as apportée, puis tu fais comme si c'était rien, puis tu brushes. Est-ce que ça sent mauvais? Ça n'a pas rapport avec l'humilité. Je sais que ça n'a pas rapport avec ce que tu as dit. Je dis juste au monde, n'entendez pas ce qu'on dit pas, qu'il n'y ait pas de... Tu n'es pas obligé de te coucher à terre et de te faire piler sur le dos en étant humble. Et de disregarder toutes les victoires que tu as faites. Non, tu peux les honner et être fier de ça. Là, tu tombes... J'ai un de mes amis qui a un hélicoptère et un avion, OK? Ouais, puis
Non, c'est pas, j'arrête. Je parle pas de toi, là, je m'excuse. J'arrête. OK? Mais le gars, ce qui s'est passé, c'est qu'il en parle. C'est la première fois que ça m'est venu en tête. Le gars, il en parle, puis tu te sens pas diminué à côté. Ouais, Il ne exact, fait pas de brou exact. avec. Il l'a. Tu comprends? C'est pas plus grave que ça. Ouais. Ce que ça fait, c'est que là, j'ai vu qu'il y a une humilité qui est saine. À un Mm. moment donné, tu arrives Ouais. avec quelque chose, puis tu le dis, être étudiant, c'est la meilleure façon. Quand tu étudies, tu es prêt à accepter que ça se peut que tu fasses une erreur, que tu es prêt à accepter qu'il faut que tu progresses, tu es prêt à accepter que tu sais pas tout encore, mais tu n'es pas en train de dire « Hey, j'ai pas eu une bonne note sur mon examen. Là. Je suis fier de l'examen que j'ai eu. Ah non, je suis pas fier. La prochaine fois, je vais faire mieux. » Tu sais. L'exemple, puis tu es placé à la meilleure place. Là. Il y a quelqu'un qui m'a conté, c'est Judith, je me souviens pas, là, qui fait les repas préparés. Là. OK. Elle disait ça dans un podcast. Alain Bouchard de Couche-Tard. Elle dit, je l'ai vu dans un événement de networking. Là. Il s'intéressait au monsieur ou à la madame qui avait la plus petite business potentielle, puis qui s'intéressait à lui puis à elle, puis juste pour jaser puis s'intéresser à la personne. Ouais. Ça, je suis désolé, là, mais le gars, il a un succès planétaire. Là. Absolument. Ouais, Ben, ouais. ça naît une forme d'humilité, puis qui est capable d'être fier de ce qu'il a fait après. Là. Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire, on s'en va vers le closing, y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire pour rendre ça se passe plus utile pour toi et ou ton équipe? Je te l'ai déjà dit. Moi, c'est rare que j'écoute un podcast puis que je suis longtemps. Ouais. OK? J'écoute le podcast parce que j'apprends. J'apprends au côté humain, mais j'apprends aussi au côté entrepreneur, gérer la business. J'ai été confronté dans les derniers mois à essayer de trouver encore l'histoire du réseau, dire, on pourrait-tu avoir un genre de mastermind, là? Une fois par mois, on se réunit, le monde paye pour faire partie de ça, un peu comme IO ou Tech, là. Puis on se réunit, puis voici, selon les critères où ce qu'on est rendu, ARR ou peu importe l'expérience, puis dire, OK, là, moi, là, je vis tel problème, tu gères ça comment? Comment je peux gérer? Ça, là, ça serait malade. C'est pas dans le podcast. C'est pas dans le podcast. Je sais que tu fais tes retraites, mais c'est différent ce que tu dis. quelque chose de régulier. Exact, où récurrent. Oui, c'est ça. Tu es accountable, mais en même temps, tu as une ressource. Tu sais, Tech, là, je l'ai vécu dans les derniers mois. Je ne suis pas encore membre, mais je veux le devenir absolument. Les gars, là, j'ai eu une difficulté, puis le gars, Louis Samuel, là, il est arrivé, puis il m'a mis en contact avec du monde. Je fais tabarouette. C'est une ressource là, qui est automatique. Le monde sont généreux, le monde sont fins. Bien, cette communauté-là, SaaS, tu arriverais avec quelque chose. Il n'y en a pas de communauté SaaS. Nous, on fait partie de SaaS Academy, puis il y a eu ça pendant un petit bout, mais il n'y a pas ça tant, là. Où est-ce que tu te rends compte, puis tu es capable de dire, j'ai ce problème-là, puis j'ai cette réalité-là. Je suis au Québec, parce que ça se passe pas mal plus au Québec. Oui, absolument. Là. Puis j'ai cette difficulté-là. Tu gères ça comment? Comment tu as réussi à faire ça? Ouais. C'est quelque chose, je pense, qui serait malade en termes de développement, puis qui aiderait la communauté. Parce que tu l'as déjà, ça, cette affaire-là, à petite dose dans le podcast. Oui, mais c'est dans tes moins événements concentré live. puis focus. C'est ça. Ouais. Je le prends. Excellent feedback, Toad. T'as-tu des shameless plugs pour finir? Des jobs qui sont ouverts? T'as du monde que tu veux rencontrer? Des nouvelles du produit ou de la compagnie? N'importe quoi. OK. Fait que moi, je ne pluguerai pas mon service. Buster Fetcher, on aide le monde qui ship. Fait que les mondes qui écoutent du SaaS, en théorie, il y en a peut-être qui ship, là, mais parlez-en si vous voulez. Jameo, peut-être. On pourra checker. Peu importe lesquels. Mais c'est en rapport avec l'erreur que j'ai depuis des années. L'entourage, là? Oui, l'entourage. OK? Mon trip, là, mon cadeau, là, il y en a 2. OK? J'aimerais, 3. J'aimerais ça du monde qui ont des 5 à 10 millions et AR, où ce que je vais pouvoir être avec, apprendre la prochaine étape où on s'en va, puis d'être avec le CEO pendant une semaine. Je vais signer toutes les NDA qui est possible, juste pour voir, man, tu gères ça comment ta business? Fait que shadow, un peu faire le... Shadower pendant une semaine, je vais te payer pour être là. OK? Mais en même temps, moi, j'en ai du feedback, là. Tu sais, il y a des affaires qui vont t'aider. C'est pas juste d'un bord, là, c'est d'un 2 bords. Absolument. OK? Fait que justement pour modéliser du monde, puis de pouvoir dire, hey, mais pourquoi tu fais cette affaire-là? Il y a comme un accountability aussi, là. Ça, c'est une des choses que j'aimerais vraiment faire. Fait que s'il y a quelqu'un qui est intéressé, Matt Lessard, LinkedIn ou sur Buster Fetcher. MATT. Oui, MATT. Parce que l'autre, c'est les maths, puis je n'étais pas bon en maths à l'école, puis je ne voulais pas avoir ça dans mon nom. Okay? Exactement. L'autre, c'est le côté mentor. Tu sais, il y a des mentors des fois dans la vie. Michael, je trippe sur Michael. François, je trippe sur François. Stéphane, je trippe sur François. Mais dans ma tête, là,
un Peter Simons, là, j'aimerais ça avoir Peter Simons comme mentor, tu sais, ou quelqu'un de cette trempe-là, là, qui est, tu t'en vas manger avec, tu bâtis une relation là, personnelle avec, tu t'entends bien, tu challenges. Lui, je ne sais pas où il est rendu, puis je sais juste que c'est hot Simons. Là. Dans ma tête, moi, j'ai des clients, j'ai du monde qui travaille avec Simons comme fournisseur, puis ils disent que c'est la plus belle culture qu'ils ont. Là. C'est dans leurs meilleurs clients, dans la façon de travailler. Moi, là, de Alain Bouchard, même affaire. J'aimerais ça avoir cette intelligence-là, puis d'être capable d'avoir ça comme mentor. Pas ça, mais ces personnes-là comme mentor. Fait que, shameless plug, là, c'est ces deux affaires-là. Parfait. Puis, je suis capable d'amener, là, c'est pas juste dans un bar, là, c'est dans les deux bars. Là. J'adore ça. Matt Lessard, merci infiniment d'être venu sur le pod. Merci à toi. C'était une excellente conversation comme d'habitude. Merci.